présentation d'un livre extraordinaire que je tiens. Un peu de guitare, quelques pas de danse, de la chanson, très ancienne peut-être. Alors on a le plaisir de recevoir Sarah Barbieux. On me demande de vous avertir qu'il y a des changements au mois d'août. Durant l'hiver, c'est pas ouvert le lundi, mardi, alors ça sera le mercredi, alors il faut changer le calendrier. Bon, vous allez être informé précisément de ce qui va arriver là, pour l'hiver-printemps. Comme c'est gratuit seulement les lundis, mardi, et que là, on va louer la salle pour les mercredis, un certain nombre de mercredis, ça nous coûte 75 $ par conférence pour avoir la salle. Alors, quand on va passer le chapeau, c'est Laurent Deshaies qui fait ça. Alors, soyez généreux, on s'attend à une contribution volontaire de 5 $ ou plus, mais c'est volontaire, bien entendu. Est-ce que j'ai oublié? La semaine prochaine, dernière activité de 2017, ici. Toujours, là, on est en 2017, c'est le mardi soir, 5 décembre. C'est André Provost qui va nous donner sa conférence sur la théorie des éléments et autres choses, avec une projection souvent de ses œuvres. Non, de symboles. OK. Il va nous expliquer des symboles bon, importants. Est-ce que j'ai tout dit? Oui. OK. Alors, oui, je termine par le plus important. Né à Paris en 1958 d'origine rome, gitane et méditerranéenne, Sarah Barbieux œuvre dans le domaine du spectacle depuis 1977 en tant qu'artiste multidisciplinaire et j'élabore conception de spectacle, écriture, mise en scène, interprétation, masque, danse, chant, musique, costume, etc. Après une expérience cinématographique en 1978 et une formation en théâtre de 3 ans à temps plein aux ateliers du Chaudron à Paris, elle fonde la troupe Caravane à Montréal en 1980, un an après son arrivée ici en tant qu'immigrante. Alors, je ne vais pas plus donner. Actuellement, son activité principale, c'est Caravane, avec son conjoint, compagnon Sylvain, avec Alessandro Cervantes, mais ils sont plusieurs. Là. Je pense qu'il y en a ici. Oui, il y en a d'autres dans l'instrumentation, dans la musique, ils ont des marionnettes géantes, ils font beaucoup de spectacles, beaucoup d'activités. C'est ça l'activité. Et puis pour son autobiographie comme telle, il y a plusieurs éléments dans ce livre-ci. Il y a aussi un autre livre qui est important, Gitane de mère en fille. Sarah Barbieux s'est engagée beaucoup pour la défense des Roms, des Gitanes, qui sont très souvent en situation difficile dans le monde. Il y en a qui connaissent directement, il y en a d'autres qui n'ont entendu parler dans les actualités, les actualités françaises par exemple, mais c'est en Roumanie, c'est bon, et qui ont été persécutés, exterminés durant la guerre par les nazis, et plein d'autres choses. Elle s'engage depuis plusieurs années dans la défense des femmes, dans la défense des tziganes actuellement dans le monde. Alors, je termine là-dessus. S'il vous plaît, Sarah Barbieux. Merci Clément. On profite pour faire la thèse de son. Ouais. Alors, bonsoir à tout le monde. Là c'est chouette parce que je vois des visages que je ne connais pas. Ça c'est toujours intéressant de rencontrer des nouvelles personnes et de se présenter à des nouvelles personnes. Ouais, lui, s'il n'était pas venu, ça serait mieux. Oh, ne pas rire, s'esclaffer dans le micro. Ok. Donc, ce que je suis venue me présenter ce soir, c'est mon dernier livre. Le précédent, j'ai lu.
Gitane de mère en fille était une autobiographie et un essai socio-culturel avec vraiment des choses spécifiques à dire. Qui sont les Romas exactement, agrémentés de poésie, de légendes, de chansons, etc. Là, je suis passée à autre chose. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais est-ce que tu pourrais faire une suite? Mais j'ai pas mal tout dit par rapport à qui sont les Romas. Donc, on me demandait quelque part d'aller plus dans le personnel. Ce qui a donné naissance à Paroles de Colibri, avec 9 nouvelles. Je vous lis le synopsis parce que ça en dit beaucoup. 9 nouvelles, 3 continents, intime alerte profonde. Paroles partagées, voyage marginal et initiatique vers la source de l'être, où notre énigmatique réalité est parfois plus mordante que la fiction. Les robes parlent, les coyotes sculptent, les déserts murmurent, les ancêtres rient. 9 nouvelles qui dansent dans le vent d'une vie de tumulte. Autant de paroles qui s'envolent et ondulent, ou restent gravées au cœur et questionnent l'âme. Autant d'histoires qui naviguent sur l'existence, ou se posent, tel un baiser brûlant de fièvre en résilience de tendresse. Voilà. Je vais juste vous nommer les 9 nouvelles. 9 nouvelles toutes neuves. Je m'amuse à jouer avec ça en ce moment. Il y a 9 nouvelles toutes neuves. Bon, c'est moi que ça fait rire. La première, Génération d'étrangers, qui a déjà paru sur un blog, Drunken Boat. C'est pas un blog, non, pas du tout. C'est un magazine littéraire international, New York. Et on a accepté ma nouvelle de la mettre en français. Elle a été traduite en anglais. Elle, c'est Génération d'étrangers, dont je vais lire un extrait. Sahara. La vieille robe de mariée, elle aussi a été traduite en anglais. L'année passée, elle est sortie cette année dans une anthologie de femmes romanies, donc de femmes ziganes qui tout ensemble ont écrit pour le Canada. Moi, je représentais le Québec. Ils n'ont pas voulu la version française. Il a fallu tout traduire. Le livre a été édité dans la plus grosse maison d'édition féministe au Canada qui s'appelle Inanna en avril cette année. Ça, c'est pour la vieille robe de mariée, mais nous, on l'a en français. Petite nouvelle pas fraîche, une page. Un bistrot de fortune, dont je vais aussi lire un extrait. Le songe de coyote, musique quantique, grippe, et enfin, les rossignols chantent. Présentation donc du livre, dont j'ai barbouillé la couverture. Je parlais du livre, j'ai oublié les éditions. Il est édité aux éditions de l'Exil. Maison d'édition tenue par ma fille Thaïs, et souvent je dis que c'est pas parce que je suis sa mère qu'elle a pris le livre. Je veux toujours mettre ça au clair. Les éditions de l'Exil ont été fondées en 2013 à Saint-Élie-de-Caxton, c'est là qu'elle reste. Et c'est un fonctionnement artisanal. Donc les livres sont faits à la demande. On en fait 40, on en fait 60. Et quand il n'y en a plus, on en refait. Thaïs les a tous faits à la main. Reliure japonaise, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est quand même solide. Alors c'est moi qui ai tout choisi, c'est ça qui est chouette, hein, parce que quand même je le faisais avec ma fille. Alors. Donc j'ai choisi le ruban, j'ai choisi la breloque, je me suis fait plaisir, j'ai des caprices là, mais l'éditrice elle a tout fait ce que je lui ai demandé, c'est merveilleux. Voilà. Les éditions de l'Exil, c'est le 9e volume qui vient de paraître quand même en 4 ans. Et on a eu aussi Oracle, le recueil de Alejandro Cervantes. On a eu aussi d'autres recueils de poésie, donc tout ça c'est édition de l'Exil. Il y a un site internet, donc, si vous voulez en savoir plus. Et puis sur des petits signets, on retrouve les coordonnées. Bon, je repose le livre. Pardon. Tu veux le faire circuler pour qu'on puisse y toucher? Non, mais si les gens y touchent des choses, ils n'écoutent plus. Oui, on peut effectivement, c'est une bonne idée.
Vous l'avez déjà vu, hein, la play? Ok, on peut le faire circuler. Vous me le rendez parce que c'est celui que j'utilise. Alors, quand j'ai su il n'y a pas très longtemps que j'allais venir ici pour faire un lancement conférence et pour honorer ce volet dans un organisme, je ne sais pas si c'est organisme le bon terme, mais dans le cercle Est-Ouest, ça m'a beaucoup interpellée. D'abord l'Est-Ouest, qui est quelque chose de très présent dans ma vie, et aussi tout cet aspect de la pensée, cet aspect philosophique, cet aspect où enfin on peut aller au fond des choses. On peut pas juste parler en superficie, par exemple d'un livre, on peut aller plus loin, plus profondément. Donc ça m'a parlé. Là, je me suis dit, qu'est-ce que ça me... J'avais pas beaucoup de temps, j'avoue. Marginalité. Je me suis dit, c'est ça dont j'ai envie de parler, c'est ça que je veux amener avec le livre dans le cercle. Alors j'ai pris des petites notes. De tous les temps, les humains ont tenté et réussi à en dominer d'autres par la force, la manipulation, le chantage, la peur, le mensonge et par la pensée. De tout temps, des penseurs, des philosophes, des artistes, etc., se sont levés contre les dominateurs de ce monde et en ont souvent été marginalisés. Hein? Je vous mets aucun exemple, je pense que tous dans notre tête, on en a plein des exemples au travers du temps et de l'espace. François Truffaut disait, ça c'est un cinéaste français des années 60 qui faisait partie de la nouvelle vague du cinéma de cette époque-là, que je ne connais pas beaucoup, mais bon. Mais ce que je me souviens, c'est qu'il disait, c'est la marge qui tient la page. Et c'est drôle parce que quand j'ai demandé à Thaïs, là je me suis un peu battue pour dire, moi je le veux plus large que d'habitude le livre, je ne veux pas que ça s'arrête là. Et c'est ça que j'avais quelque part à l'intérieur de moi, je voulais qu'il y ait une grande marge. Parce que je me souvenais de ça, c'est la marge qui tient la page. Je voulais l'illustrer, mais c'était juste pour moi. Mais là, tu vois, ça devient public. Faire attention à ce qu'on choisit. Donc je pense qu'un des outils libérateurs le plus puissant de la pensée est la marginalité, qui mène aussi à la liberté d'expression et à la liberté d'être. C'est donc sous cet angle que je présente Parole de Colibri ce soir. Pourquoi? Parce que j'en ai eu l'occasion. Parce que le cercle me donne cette occasion-là. Et allez savoir si cette occasion-là va se représenter. Donc on l'a saisie. Enfin, c'est ce que j'ai fait, toute seule. Autre chose, il y a 2 semaines, je pense, sur Facebook, je vois passer Pierre Rabhi, une petite vidéo faite par Pierre Rabhi, ce sage jardinier, philosophe français berbère en fait, qui raconte cette très courte histoire du colibri. Je ne connaissais pas, je ne savais pas que ça existait. Et il raconte en gros qu'en Afrique, il y a un immense feu de la savane, en tout cas c'est terrible, le feu a pris partout. Et là, tu as tous les animaux qui se précipitent à la rivière pour essayer d'éteindre le feu, évidemment. Et là, tu as le colibri. Il va à la rivière, et puis là, il s'affaire et tout, et puis il vient jeter l'eau, et puis il continue, et puis il va... Alors là, il y en a à côté de lui, des grands, là, ils disent, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu penses que tu fais? Ok? Et il se retourne et puis il dit, je fais ma part. Donc moi, ça me touche beaucoup. Alors quand j'ai fait le livre, j'étais très touchée. Hein. Et là, je me suis dit, wow, Parole de Colibri, c'est exactement ça que et je ne savais même pas qu'il y avait ce conte, cette histoire-là. Et en plus de Pierre Rabhi, alors, comble de joie intellectuelle. Bon. Donc, liberté de penser. Je ne sais pas si c'est plus facile pour les autodidactes
de mieux libérer leurs pensées. Ça doit dépendre de l'autodidacte, en fait. Marginalité, donc, différence, créativité, quête, multidimensionnalité sont de multiples voies alternatives qui peuvent nous amener sur des chemins de liberté de pensée. Mais je ne suis experte que de ma propre vie. Tout ce que j'ai cité là, je ne peux pas en dire plus. Moi, ce que je connais, c'est ma vie, c'est mes expériences, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Ça, je suis experte là-dedans. Le reste, je ne peux pas vraiment prétendre grand-chose. L'axe vertical, j'en parle souvent. Les gens qui me connaissent sont tout le temps en train de me voir faire ça. Tu sais. Bon. Ce que j'appelle l'axe vertical. En fait, il s'agit de libérer notre pensée, pas juste en concept, mais en acte, en action, incarné. Jusqu'à quel point sommes-nous libres de penser? Et sommes-nous surtout libres de nos pensées parasites? Là encore, ça dépend du penseur. Puis très souvent, on n'est pas si libre qu'on voudrait ou qu'on pourrait, qu'on croirait. Apprentissage forcé, il y a des beaux apprentissages, mais il y a toutes sortes d'apprentissages sur la planète. Hein? Lavage de cerveau, ça existe aussi. Tradition et culture dogmatique un peu trop rigide, croyances sociales et religieuses tendancieuses rigides aussi, médias d'information de masse, les pubs corporatives, tout le consumérisme, les lieux communs, la psychogénéalogie, les manipulations psychologiques, relationnelles et sociales entre les gens, les chantages affectifs, je ne sais pas, les ondes électromagnétiques, les égrégores, affectent notre liberté de penser, emprisonnent notre pensée personnelle. Ce que je sais, c'est que par le corps, on peut accéder à la profondeur de la pensée. L'un renforce l'autre. Et tout d'un coup, ça se met, l'énergie commence à circuler. C'est la collaboration idéale, non séparatrice. C'est la voie ancienne d'accès à notre axe vertical, le chemin qui nous relie à notre intégralité et qui, par méditation, contemplation, respiration, relaxation, visualisation et d'autres notions qu'on peut expérimenter, ouvre la porte de l'esprit. Cette unification nous mène à notre bien-être global et libère les entraves de notre pensée qui s'en trouve éclairée, soulagée, allégée. C'est là qu'il faut aller. Pour bien penser, pour aller profondément là-dedans, pour que ce soit vraiment notre expérience et tout, c'est comme s'il fallait faire un certain ménage, on va dire. Une autre image que j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez le film La Belle Verte de Colin Serrault. Je ne sais pas si vous vous souvenez du début du film, quand tout le monde va faire sa réunion de planète. Hein? Puis il grimpe, puis il grimpe, puis il grimpe. Puis à un moment donné dans le film, je ne sais plus exactement ça se situe où, mais ils disent quelque chose comme quand on a grimpé une montagne, on est plus intelligent. Ils disent aussi d'ailleurs, c'est pas en tirant sur la salade qu'elle va pousser plus vite. Il faut aller leur mettre un peu d'engrais à leur salade. Bon, parce que dans la Belle Verte, ce sont des extraterrestres, mais qui nous ressemblent étrangement, ok? Ça fait longtemps qu'ils ne sont pas venus visiter la Terre pour leur donner un petit coup de main parce qu'ils trouvent qu'on patauge un peu dans nos trucs. Et là, alors, ils décident, ils disent, allez, cette année, quand même, il y a bien quelqu'un qui va aller les voir sur la Terre, là, il faut leur donner un petit coup de main, mais personne ne veut. Et finalement, il y en a une, mais parce qu'elle est métisse, sa mère, elle venait de la planète Terre, alors finalement, elle y va. Alors, c'est ce qui est venu. Oui. Il y a une auteure que j'aime beaucoup qui s'appelle Clarissa Pinkola Estes, qui a beaucoup d'origines différentes comme moi. C'est elle, vous allez sûrement la reconnaître si je vous dis que c'est elle qui a écrit ce fameux volume
femme qui court avec les loups. C'est une conteuse, cette femme, et elle a étudié la psychologie jungienne depuis belle lurette, et elle a fait un très beau livre qui s'appelle, je vais avoir 60 ans dans un mois et demi, qui s'appelle, je vous enverrai ça par courriel, le jardinier quelque chose, et elle dit, c'est ce que j'ai décidé de mettre avant la préface du livre, ça m'a beaucoup touchée, c'est dans les endroits les plus nus que la semence nouvelle, porteuse de foi, vient s'enraciner le plus profondément. Pour moi, c'est ce qui ouvrait le livre. Ce n'est que de l'eau. Mais on la conserve beaucoup mieux dans de la vitre brune, parce qu'avec les contrats, nous on va souvent au soleil. On passe des grandes journées au soleil dans les festivals et tout. Et là, il faut qu'on protège notre eau des rayons et tout ça, parce qu'elle devient, alors on la met dans des bouteilles d'eau comme ça. Dans le livre, alors, puisque j'en ai l'occasion, c'est sûrement une des seules fois où je vais en parler, c'est les sous-thèmes, parce qu'il y a des sous-thèmes dans ces récits. C'est une écriture témoignage, hein, quand même pas mal, même si ce sont des nouvelles. Témoignages de femmes, d'artistes, d'immigrantes, mais aussi d'êtres humains sur cette planète. Il y a un fond de scène de la guerre. Quand je parle de la guerre, évidemment, je parle de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé ici. Moi, je suis ici au Québec depuis 1979, et une des différences fondamentale que j'ai trouvée au niveau pas juste culturel, mais qui faisait qu'entre France et Québec, il y a comme un... Tu sais, c'est la présence, la guerre en France, qui n'y a pas eu ici. Même je sais qu'il y a eu du collatéral, mais... Et ça représente une énorme... Je voyais dans les discussions, dans les gens de mon âge ou plus vieux, etc., il y avait comme une grande lacune. Parce que même ne serait-ce qu'au niveau du sentiment, du vécu, il y a comme un énorme... Moi, il a fallu que j'apprenne à vivre comme sur un autre continent, là, vraiment, voilà. Et où il n'y avait pas eu ça. Donc, toutes ces références-là, ça ne marchait pas. Il fallait revisiter autrement l'époque qui nous précédait, etc. Donc, et moi, j'ai noté qu'il y avait une grande différence qui était beaucoup due à cet état de fait, guerre, pas guerre. Donc dans le livre, je le dis parce qu'il va principalement être lu par des gens d'ici, donc il y a quand même une petite toile de fond de la guerre. C'est pas parce que je veux m'y complaire, c'est parce que ça a été notre réalité. De toute façon, c'est un livre de résilience, donc on ne s'apitoie jamais. Hein, c'est pas du tout le but de ces nouvelles personnelles. Il y a une petite influence du père philosophe de prison, bon d'accord. Il y a mes héritages d'exclus, d'un côté Rome, de l'autre côté juif, il y a ça évidemment. Mais la résilience, ça demeure le pilier de cet ouvrage. C'est vraiment la résilience. Vous savez, la résilience, la faculté de rebondir ou de traverser, ou de s'en sortir quand il y a quelque chose de terrible, de difficile, c'est ce qu'on nomme la résilience. D'habitude, on en parle pour les matériaux. Là, tu sais, quand c'est capable de s'assouplir ou c'est capable de passer au travers. Au lieu de cracher, là, puis de se détruire, bah, tu rebondis. C'était chanceux. C'était assez résilient. Et dans les nouvelles, il y a la présence des sens, la sensorialité, quand on doit amener à notre corps, et la nature. Évidemment, ce que je cherche au travers du livre, c'est pour ça que je suis allée cerner là autour de la liberté de penser, parce que ce que j'ai cherché surtout, c'est la liberté de penser, la liberté des émotions, on se libérer de certaines émotions aussi, la liberté de l'esprit. C'est vraiment ce que je suis allée fouiller, okay, dans les sous-thèmes.
Là, la couverture du livre, j'en ai brièvement parlé tout à l'heure, donc j'ai fait l'illustration recto verso et j'ai travaillé d'une façon bien spéciale. Une fois que j'avais fait le dessin et tout, bon, il m'a un peu aidé à faire les colibris parce que je disais so-so hein, pour faire les colibris, c'était moyen. Une fois que j'avais la page et tout, je l'ai chiffonné presque jusqu'à la détruire. Tu sais, vraiment faire une boule à chiffonner, c'était un peu destructif mon affaire. Mais j'avais une idée derrière la tête et je voulais la aplatir, là, tu sais, et la repasser. Hein, on repassait le linge avant. Et je l'ai repassé avec mes mains pour qu'elle redevienne une page. De la boule complètement méconnaissable qu'elle était devenue, elle redevenait une page, un peu comme un bonsaï qu'on redresse, tu sais, mais qui est tout croche. Alors c'est ça, c'est pas par informatique, c'est pas un montage de je sais pas quoi, c'est réel, elle a été complètement chiffonnée et elle a été remise la page. Donc j'avais mon thème aussi, mais ça, on peut pas expliquer ça quand les gens, on les rencontre pas, qu'on a juste 5 minutes pour parler d'un lancement de livre. Ah, il y a aussi, ah oui, j'avais pris des notes, l'envol d'idées et d'expériences. Pour moi, c'était les colibris. La pluralité aussi, parce que les grands, les petits, les tout seuls, les rassemblés, etc., ça s'était fait exprès. Donc, j'avais, parce que c'est naïf, ça a l'air naïf comme ça, mais il faut pas s'y fier. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour des extraits du livre? Et est-ce que je suis en temps? C'est bon, j'en ai. Ok. Donc, à la page 51, 52, 53 du livre. Oh, mais vous n'êtes pas obligé de suivre, on n'est pas à l'école, hein? Vous êtes en vacances. C'est juste pour citer. Donc, dans la nouvelle, donc un extrait en plein milieu là, de la nouvelle Un bistrot de fortune, juste pour vous situer, l'action se passe à Paris, dans un petit bistrot qu'on appelle nous un boui-boui, tu sais, c'est un petit bistrot pas trop chic. J'ai quel âge? Parce que le L, en fait, je vous vends le punch, c'est moi. 16 ans, en tout cas, entre 16 et 18, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment dans le 10e arrondissement, là, juste pour vous situer, parce que je ne sais pas si... tenez un peu, parce qu'on arrive en plein milieu de la nouvelle pour cet extrait-là. Elle avait l'air plus vieille et personne ne lui donnait son âge. Peut-être était-ce parce qu'elle s'était occupée de ses frères et sœurs très tôt, qu'elle avait voyagé plusieurs fois, assumé des responsabilités familiales, connu quelques années d'orphelinat, puis déménagé fréquemment avec sa famille nombreuse, mais isolée, sans amis, sans grands-parents, sans appartenance réelle. En fait, cette adolescente n'était pas encore majeure. La majorité, elle l'attendait comme le désert attend la pluie. Enfin libre, pensait-elle. Elle ne pensait qu'à ça, évitant le présent, rêvant du futur. Plus rapidement qu'envisagé, les 2 années s'écoulèrent vite, grises, ternes et lourdes. Chaque journée ressemblait tellement à la précédente qu'on ne savait plus s'il s'agissait de la suivante. Oh, il y eut quelques fêtes et petits événements, mais tout revenait à la normale dès que les verres étaient bu, les fesses racises et la joie furtive dispersée dans la fumée. Le bistrot était le refuge de plusieurs péripatéticiennes. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est quoi une péripatéticienne? Okay. Vous pouvez vous chuchoter entre vous. Donc, le bistrot était le refuge de plusieurs péripatéticiennes du faubourg. Dame Janine semblait bien les connaître. Ça, c'est la patronne du bistrot, Dame Janine. L'adolescente n'avait pas tout de suite compris ce que faisaient ses voisines de comptoir. D'ailleurs, tout glissait sur ce comptoir. Les boissons, les pourboires, les larmes, les poings fermés, les mains tendues, et aussi la patience, l'angoisse et les déceptions. Elle le briquait,
le faisait briller, Madame Janine, sans relâche, comme pour essuyer la misère du monde en y usant son âme. La majorité de sa clientèle était issue, comme elle, de la génération d'après-guerre, qui faisait une indigestion collective et transgénérationnelle que ni l'enthousiasme de la musique yéyé, ni l'espoir des jeunes hippies n'arrivaient à faire passer. La chanson préférée de la proprio du Troquet restait depuis des lustres blafards. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent? Vous savez, c'est la chanson que chante Léo Ferré sur un texte du poème Bichtube Magie allemande de Louis Aragon, figurant dans le recueil de romans inachevés. Je note, j'ai noté. La môme en frissonnait, rien que d'y penser, tant elle avait entendu toutes ces terribles histoires de guerre, avec son cortège et ses ramifications de petites histoires de vécus douloureux et tragiques en guise de dommages collatéraux permanents. Bon, c'est un extrait qui n'est pas révélateur de l'ensemble des nouvelles, mais que je voulais amener parce que je savais qu'il y aurait, pour illustrer un petit peu le fond de scène de la guerre. Un autre extrait, ça va? Extrait de La vieille robe de mariée. Alors ça, c'est une nouvelle très particulière parce que, il faut que je vous situe un peu, le personnage fictif de Rebecca, cette femme d'un certain âge qui tient une teinturerie au quartier des Marais, encore à Paris, a un don, on pourrait dire. Donc tout ça c'est inventé, évidemment, cette femme qui parle, qui entend, qui est capable d'entendre des robes parler. Ok? Fictif. Hein? Sauf que tout ce que les robes racontent, ce sont toutes des choses que j'ai vécues ou que quelqu'un de ma famille a vécues. Ouais, et ça c'est noté nulle part dans le livre, parce que je trouvais ça quand même très personnel, que les gens le sachent, mais là c'est pas là c'est du personnel aujourd'hui. Okay? On se connaît. Donc juste pour situer, parce que celle-là elle est un peu, c'est elle qui a été traduite en anglais là. Okay? Donc Rebecca, c'est cette femme-là, elle n'existe pas, c'est un personnage fictif. Les robes qui racontent des histoires dans leur penderie entre elles, elle est capable d'entendre. Donc, okay. Je vous en dis pas plus, mais on va faire un petit bout avec elle. Cette fois, Rebecca se contenta, en ce lundi après-midi, de se rendre au bord de la Seine, de flâner sur les quais et d'arrêter devant les bouquinistes à la recherche de livres de contes pour enfants qu'elle aime tant offrir à ses voisines, après les avoir lus évidemment, et parfois même en avoir recopié des passages entiers ou en transcrire les synopsis. Qu'il pleuve ou qu'il vente, elle irait encore et ne se lassera pas de repasser sur le parvis de Notre-Dame de Paris et de sentir son cœur se soulever par tant de vibrations mystiques qu'elle pouvait percevoir sans désaccord aucun avec ses traditions spirituelles ancestrales. Dans l'arrière-boutique, les plus grands jours d'excitation sont ceux où une des robes nettoyées ou à vendre part. Ce jeudi matin, c'était le tour d'une tenue simple et légère, sans froufrou, sans voile, pas cher, de recevoir une œillade insistante, un frottage de menton et une moue des lèvres inférieures de la part d'une amie bien intentionnée. Mais les réjouissances furent de courte durée pour cette robe qui s'était trop vite réjouie d'être enfin portée, car le mariage était blanc et la future épouse, plutôt coupable et dotée d'une touche de cynisme, avait choisi une tenue d'une toute autre couleur. La robe ne quitta pas sa tringle, mais obtint les commérages par un petit tailleur belge arrivé à la teinturerie quelques jours après la morne cérémonie. Même les robes ont une âme, que dire de ceux qui crurent si longtemps que les femmes n'en avaient pas?
Il arrivait parfois à Rebecca de réfléchir au mariage en général. Elle avait entendu des récits de mariage forcés dans l'histoire et elle en frissonnait de dégoût. Elle pensait aussi aux nonnes de son enfance qu'elle croisait dans les rues parisiennes et qui déclaraient s'être mariées avec Jésus. Cette idée la rendait perplexe mais l'amusait en même temps. Elle portait aussi une admiration particulière aux enseignantes, celles qui se donnaient leur vocation d'enseigner et qui spéculaient qu'elles étaient mariées à l'enseignement. À l'occasion, elle se posait des questions au sujet des entremetteuses qui provoquaient des rencontres et organisaient des couples. Elle s'interrogeait aussi sur les mariages de convention pour faire comme tout le monde ou comme l'ont demandé les familles, les sociétés, les cultures, les conditionnements. Au travers de tout ça, elle avait un faible pour les célébrants et célébrantes du monde entier, même si cela l'impressionnait de savoir qu'une personne pouvait unir des êtres par ce lien sacré. Trop souvent, elle considérait qu'il n'y avait justement pas grand-chose de sacré, mais elle gardait ça pour elle. Bien qu'elle fût très réaliste et concrète, la banalité ne l'intéressait pas. « 15 minutes. » Merveilleux. Dernier extrait. Génération d'étrangers, donc la première nouvelle qui avait été aussi traduite en anglais. Et là encore, on arrive en plein milieu de la nouvelle. Je ne vous fais pas de cadeau. Hein. Ça peut se comprendre sans se mettre en... Sur le pavé mouillé de la banlieue parisienne, sur le béton des cités du ghetto, je déambulais dans ma triste adolescence, étrangère de naissance et exilée immigrante. Mais un jour, j'en ai eu marre de m'étourdir à être une balle de ping-pong. Et quittant ma famille et mes banlieues, je fis des rencontres, plein de rencontres. Un vendredi 13 du mois de juillet, j'arrivais à Montréal à la fin des années 70 pour un voyage d'1 an avec un superbe manteau de fourrure donné par une chère amie qui le tenait d'une vieille folle qui l'avait laissé dans le minuscule garde-robe de son tout petit appartement de Paris. Comme il était question que je passe l'hiver au Canada, mon ami qui connaissait les rigueurs climatiques nord-américaines m'avait prise en pitié, protégée et par la même occasion avait libéré sa penderie. À l'aéroport ce jour-là, il faisait 30 degrés à l'ombre, mais il n'y avait pas d'ombre à Mirabel. Au début, je me disais que les Québécois étaient vraiment de nature joviale, car tous ceux que je croisais avaient le sourire aux lèvres, et ceux de Mirabel à Laval. En fait, j'avais offert un numéro de clown à tous les passants. Pourtant, la chanson disait bien « Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver ». Et mes amis avaient bien raconté la froidure du Grand Nord. Alors je l'ai gardé sur mon bras, le manteau, juste au cas où. Et le cas où se présenta chaque hiver. Et en particulier où, suite à un accident de voiture en pleine nuit à moins 25 degrés, il me tint en vie durant les quelques interminables kilomètres à parcourir. Depuis 38 ans qu'il me réchauffe et m'aide à me sentir capable de traverser les grands froids qui recouvrent nos champs et forêts continentales, je n'aurais décemment pas pu m'en priver, même si aujourd'hui encore le pelage roux de cet animal inconnu, jadis sacrifié, attire les regards qui suggèrent des questions et dénotent mon inaptitude aux températures hivernales de la province où j'ai finalement choisi de vivre. Car même après tout ce temps, je suis encore incapable de sortir sans me métamorphoser en ours dès qu'il fait moins 10 degrés Celsius, ce qui m'a valu le surnom dont m'ont affublé mes enfants qui, eux, sont nés ici. Depuis longtemps déjà, des premières neiges jusqu'au dégel, ils m'appellent Mammouth. Pour moi, s'acclimater concerne autant la température que la culture, car l'une comme l'autre nous enveloppe et nous ne pouvons nous y extraire. Qu'il est complexe de venir d'autre part, avec cette sensation de plusieurs moitiés qui n'arrivent pas à faire un tout et qui finissent par déborder. Puis subtilement s'installe cette impression de manque d'homogénéité, comme quand on tente de mélanger de l'huile et de l'eau. On a beau remuer longtemps, l'huile refait toujours surface, c'est bien connu, l'huile ça laisse des traces, mais ça protège aussi. Et ce dont j'ai eu le plus besoin, et qui m'a souvent fait le plus défaut,
au long des parcours, c'était la protection. Voilà donc la denrée rare, celle qu'il faut trouver, emprunter ou inventer et partager. Peut-être que concrètement, aussi bien que symboliquement, ce manteau trop grand pour moi me l'a procuré. Si à présent je suis une étrangère non visible, il n'en demeure pas moins que j'ai besoin de plus de chaleur, car mon sang, lui, se souvient, il sait par instinct d'où il vient, ou plus exactement d'où il ne vient pas. Néanmoins, après bien des voyages et des rencontres, après tant de dialogues et de réflexions, force est de constater que nous sommes tous l'étranger de quelqu'un. C'est à ma grand-mère Tzigane que je ressemble le plus, et c'est à cette origine que j'ai laissé le plus de place. Ou plutôt que c'est elle qui l'a prise, cette place. Comme un lieu à l'intérieur de moi qui n'a pas de frontières, mais qui n'a pas de territoire non plus. Il vit avec ma respiration, en dedans. Parfois ce lieu me fait sentir triplement étrangère, car, et c'est une autre histoire, les Tziganes sont même les étrangers des étrangers. Mais comme ils riront bien mes ancêtres, comme leurs épaules et leurs genoux s'entrechoqueront, et comme leurs mains gesticuleront, hilarent et danseront dans leur tombe verticale, car ce sera la fête au paradis gitan, le jour où des individus d'espèces extraterrestres marcheront eux aussi sur notre petite planète. Bravo. Je vais inviter Alejandro pour m'accompagner avec la guitare. On va faire quelques chants juste parce qu'on sait le faire. Il va s'accorder, moi je vais m'accorder avec moi-même. On va faire 3 chansons d'Amérique latine, d'Amérique du Sud même. La première, Los Cejes de Micareta, elle vient d'où? Argentine. Puis, si vous voulez savoir ce que ça veut dire, ben vous irez l'achaler après. Moi, je sais ce que ça veut dire aussi, mais c'est pour qu'on reste dans le temps. On pourra... Un petit... Vas-y. C'est moi qui ai choisi. Los Cejes de Micareta, c'est les essieux de ma charrette. Alors, celui qui chante, ou celle qui chante, ne veut pas graisser les essieux de sa charrette parce que ça lui donne une musique quand il s'occupe de ses chants. Et comme il n'a plus grand-chose dans sa vie, eh bien, ça l'accompagne. Et les autres lui disent, oh, t'as pas d'allure à pas graisser tes essieux, qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'es quoi? Un loser, abandonnable. Et il dit non, si à moi ça me plaît qu'elle grince, je ne les graisserai pas. C'est une forme de marginalité qui ne veut pas être synonyme de rebelle, attention, j'ai oublié de préciser tout à l'heure. Porque no acaso los cejes me llaman a abandonar. Porque no acaso los cejes
Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar, los ejes de mi careta nunca los voy a engrasar. Gracias. Sí. Les cloches de l'oubli, ça vient de Colombie. Elle est toute nouvelle, c'est juste la deuxième fois qu'on l'a fait. Mais alors, il y a une de ces phrases. Ce n'est pas l'amour des mots écrits sur le sable d'une plage. Le sentiment caché, c'est le sentiment caché dans l'immensité de l'âme. C'est une traduction, hein, c'est pas...
Como se va elevando tu amor mío, ay, fuego lento, fuego de amor encendido. Como se va elevando la arena del río, así se va elevando tu amor mío, ay, fuego lento, fuego de amor encendido, ay, fuego lento, fuego de encendido. Gracias. On a le temps pour une dernière? Ouais. On retourne en Argentine. Luna Tucumana, c'est la lune Tucumán, c'est un endroit dans les hauts plateaux, enfin je ne sais pas s'ils sont très hauts, en tout cas les plateaux en Argentine. Et ça dit que je chanterai, je chanterai. En fait, ça dit que je vais marchant et chantant, et c'est ma façon de alumbrar, c'est briller, comme la lune elle brille, elle, la façon, chacun choisit sa façon de briller. Donc, en gros, c'est ça. C'est une chanson de Atahualpa Yupanqui, qui est un compositeur, interprète, musicien incroyable, très qui est parti d'ailleurs de l'Argentine et qui défendait les Indiens, c'est-à-dire les Premières Nations de l'Amérique du Sud. Il était vraiment le porte-parole incroyable dans les années 50, 60, 70. Yo no le canto a la luna,
Je vous remercie beaucoup, c'était très intéressant et poétique et les chansons, c'était nostalgique, mais c'est beau. Et j'ai bien aimé. Quand vous parlez de verticalité, ça m'intrigue un peu. Est-ce que ça réfère à côté religieux ou une foi ou quoi? Selon si on veut, pour moi l'axe vertical c'est la terre, le ciel. Alors c'est simple, tu vois, c'est très simple. Hein. Mon cheminement, un axe vertical, puis on a un axe horizontal qui est souvent relié à émotion, pensée. Ça par exemple, ce chemin-là, chez les autochtones, on retrouve dans la bonne médecine, mais c'est aussi d'une simplicité. Hein. Le ciel, la terre, et puis, oh tiens, regarde, c'est incroyable, parce que quand on fait ça comme ça, ça fait une croix. Mais la croix, elle est partout dans le monde, elle est depuis toujours. La croix est universelle quelque part, c'est un symbole universel qui est repris par toutes les religions d'une façon ou d'une autre. Alors, moi, je n'en sais pas plus, comme je dis, je ne suis pas experte. Mais c'est ça, l'axe vertical, c'est aussi celui qui te permet de t'ancrer dans la terre, dans la mère terre, pour pouvoir prendre, si tu veux, recevoir ce qui est nécessaire à notre incarnation pour aller visiter et faire le lien. Parce que religion, c'est être relié. Être relié à quoi? Donc c'est pour ça cet axe vertical que je trouve qu'il manque souvent, parce que dans nos sociétés occidentales, on est beaucoup sur je pense, que je sens, que je suis, que je suis, que je pense, et que je sais que je suis où. Tu comprends? Donc c'est un peu yang, là, c'est un peu... mais ça a fait ses preuves. Est-ce que j'ai répondu? En bonne partie. En bonne partie. Il y a quelque chose qui reste encore dans le... J'ai une question. Bah, pensez. André? Le mot roman, ça vient de où? C'est la première fois que j'entends ça. Le quoi? Le mot roman. Oh, roman. Roman, ok, roman. Roma, c'est Rome, ça c'est un homme. Ah. Romni, c'est une femme. Roma, c'est l'ensemble des Roms. C'est les Tziganes, c'est le vrai nom des Gitans, Bohémiens, Tziganes, Romanichels, Gypsies, tout ce qu'on veut. Le vrai nom de ce peuple qui vient du nord de l'Inde, qui est parti du nord de l'Inde il y a plus de 1000 ans, est devenu le peuple tzigane. C'est pas du tout un style, une façon de vivre comme ça, youpi-olé, là. C'est une ethnie. Nous sommes, donc je suis issue de cette ethnie seulement du côté de mon père. Donc ça c'est les Roms, en français c'est R-O-M-S quand ils sont au pluriel, ou les Roma, R-O-M-A, rien à voir avec la ville de Rome, et rien à voir avec la Roumanie non plus. Très compliqué. C'est pour ça que j'avais écrit Gitane de mère en fille, pour expliquer tout ça. Y a-t-il une religion qui est associée à ça, ou une Les tradition indo-européenne? Oui, ben c'est ça, c'est sûr que
européen de source, mais il y a des Romains catholiques, protestants, musulmans, bouddhistes, athées. Il y a des Romains dans toutes les religions. Ça aussi expliqué dans Gitane de Mer. Sur Sainte-Marie. Et, c'est ça. Par contre, il y a quelque chose de spécifique qui se passe dans le sud de la France, au Sainte-Marie de la Mer en Camargue. Tous les ans, il y a un pèlerinage qui se déroule entre 24-25 mai. Et ça, c'est une histoire, c'est toute une histoire, c'est ça. Et elle s'appelle Sarah d'ailleurs. Donc, c'est Marie avec les autres maris qui seraient débarqués. Et puis, bon, là, il y a une Sarah qui les aurait accueillis. Et dans le fond, c'est la patronne des Gitans. C'est elle qu'on vient honorer, qu'on vient... Donc oui, il y a quelque chose de bien particulier. Ça, c'est beaucoup plus pour l'Europe de l'Ouest. À l'Est, ils ont Saint-Georges Ederlezi, qui porte un autre nom, parce que moi, je ne suis pas slave, alors je ne sais pas bien dire l'autre nom. Saint-Michel. Non, c'est que c'est la traduction en langue slave, je ne sais même pas laquelle, de Saint-Georges. Alors, c'est Guddan, quelque chose comme ça. Donc là, c'est un autre pèlerinage. Ce sont des pèlerinages qui ont tout à voir avec l'eau et qui ont à voir avec des déités féminines. On dit que Sarah la Kali, donc Sarah la Noire, c'est comme ça qu'elle s'appelle, elle est comme... c'est une descendante d'une trilogie, pas une trilogie, pardon, n'importe quoi, ce que ça veut dire, c'est naissance, mort, renaissance. Donc c'est tu sais, les déesses, triples déesses de l'Inde ancienne. Ça, enfin, il y a des livres au complet qui ont été écrits là-dessus. Et même on dit, je vous lâche même, moi je ne sais pas, je ne sais pas, mais on dit que cette Sarah Kali serait la fille de Jésus et de Marie-Madeleine. Non, mais c'est très répandu dans beaucoup de grosses familles. Pour aller, c'est pour exemple. Mais il y a vraiment il y a des ouvrages consacrés uniquement à ça. Donc ça valait le coup de poser la question. Puis merci beaucoup de m'avoir remis sur la voie. Merci. Mon interprétation de là, tu vas parler après? Non, je vais voir. Mon interprétation des Roms, c'est que tu dis, vous dites une ethnie, bon, un style de vie où la musique est essentielle. C'est ce qu'on a peut-être parce que ça a été plus popularisé, parce que le travail des métaux est très important au niveau symbolique et au niveau pratique pour la chose. Et le nomadisme aussi. Mais comme on a vu dans l'Axodrome, et maintenant, aujourd'hui j'ai entendu dire que les Gitans avaient volé des chaudrons alors qu'ils en fabriquent d'habitude, mais c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent. Voler des chaudrons, ça arrive à tout le monde. Puis en plus, être formé à l'atelier des chaudrons, c'est particulier pour quelqu'un. Oui, c'est très particulier, c'est vrai, j'avais pas beaucoup de à la fois pour les Celtes, parmi les plus anciens représentants autochtones de Gaule, et puis pour les Roms aussi, l'importance du chaudron. Bon, qu'est-ce que je voulais dire avec ça, les commentaires que j'aimais beaucoup ça, que c'était très beau. Moi, je retiendrais la musique puis la danse comme l'essentiel. C'est un peuple qui vit de la musique, pour lequel la musique et la danse sont la vie. Oui, mais il y a beaucoup de peuples aussi qui partagent ça, beaucoup de peuples. Et puis, il y a encore des spécialistes d'hier qui ont fait une distinction entre ce qu'on appelle la culture profonde et la culture superficielle. Or, on dit que dans la culture superficielle figure la danse et la musique et tout parce qu'elle est empruntable, on peut l'emprunter. Mais une langue, des histoires, ça c'est la culture profonde. Donc, ouais, c'est très... Mais c'est là la culture profonde, voudriez-vous développer là-dessus? C'est parce que c'était tout le propos du livre Gitane de Mère en Fille qui justement parle de comment ça se place dans une société, par exemple chez les Roms. Tout dépend de ta tribu. Donc c'est beaucoup, un peu comme
pas un peu, beaucoup comme l'image des tribus autochtones. C'est des tribus. Okay? Donc, tu as les Roms qui sont arrivés il y a très 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 longtemps, il y a une diaspora, tout le monde est parti à droite, à gauche, va pouvoir retourner là-bas. Donc, ça a donné naissance à des mini-sociétés qui sont devenues aussi des tribus, parce qu'à force de vivre ensemble, etc. Et dépendant de ce qu'ils développaient comme au niveau de la survie. Donc il y en a, ils montrent des ours et ils font du cirque. Il y en a, ils font des chaudrons. Il y en a, ils font ça, là. La vannerie, là. Ça, c'est incroyable comment ça fait vivre des générations et des générations, des familles complètes, des clans complets de Roms à faire les paniers et à réparer les choses et tout. Donc il y a une multitude de ce qu'on appelle les métiers traditionnels, mais quand est arrivé l'ère du plastique et puis donc tout ça, ça a été chamboulé. C'est là que ça a été mal. Donc c'est très socio-économique de comment ça se fait que ça a changé et que tout s'est mis à péter là. Okay? Mais oui, effectivement, la musique, la danse, mais moi j'ai connu beaucoup de gens de beaucoup de places dans le monde. Et très souvent, quand une culture est proche de ses racines, elle est très souvent très proche de sa musique, de sa danse, de son expression artistique en général, parce que c'est ça qu'on perd en Occident. Tu sais, ce lien profond, parce qu'encore là, lui aussi vient de l'axe vertical. Tu sais, il te ramasse comme ça. Mais c'est très complexe l'histoire des Roms. C'est très complexe. Je peux faire un commentaire? Oui. Ce que tu me répondais, c'est que très souvent, les Roms, quand ils arrivaient dans une autre région, ils adoptaient les danses et les répertoires de cette région-là. Alors, ils sont très souvent, s'ils sont dans des pays orientaux ou des pays arabes, ils vont jouer ce répertoire-là. Oui. Ça, c'est à des fins de Ils vont survie. même endosser cette religion-là, mais ils vont quand même aller à Sainte-Marie. Absolument. Puis ils vont quand même faire leur musique. C'est un peuple qui est très pluriel. Okay? Au niveau religion, même au niveau des cultures, parce que quand tu dois gagner ta vie à faire de la musique et tout, là, ben, je veux dire, ça t'adaptes, parce que tu te dis, oh, eux autres, ils n'aiment pas ça, le flamenco, on ne va pas leur faire du flamenco, on va leur faire autre chose. Alors, tu es là, tu écoutes un peu Django Reinhardt, c'est un bon exemple, hein. Je veux dire, tu sais, lui, ok, d'accord, ils aiment ça, le jazz un peu, on va leur en faire. Non, mais je suis désolée, parce qu'il faut tellement survivre, ok? Tout est basé sur la survie. Puis quand tu comprends ça, tu comprends tout le mécanisme. Mais je ne veux pas défaire parce qu'on a des images romantiques, romantisées, romancées de gitans. Si on va au fond, excusez-moi, permettez-moi, si on va au fond, puis on considère l'importance de l'ailleurs, l'importance du départ, et l'absence d'un enracinement dans un patrimoine territorial, d'un territoire, et puis d'une défense militaire. Oui. Presque toute l'histoire de l'humanité, c'est conquérir un territoire, puis le défendre. Avec des peuples comme les Juifs qui, à un moment donné, après des siècles de bataille pour un territoire, sont dispersés, puis ils reviennent. Et dans le cas des Roms, ils ne reviendront jamais. Je me demande s'ils en ont déjà eu un territoire. Oui, il y en a, enfin, oui et non, mais existe la Romanestan. C'est un rêve que chérit certains activistes romains. Ah oui, j'en ai vu toutes les couleurs. Ah oui. Et il y en a qui voudraient parce qu'ils disent on n'a pas de droit, les droits ne sont pas appliqués pour beaucoup de Roms, dépendant des pays, etc. C'est pas couvert parce qu'on n'est pas reconnu comme une ethnie, on n'est pas reconnu comme un peuple, okay? Parce que pas de nation, pas de... Hein? Donc il y a vraiment un gros problème politique. Donc il y en a, comme solution, ils se disent bah, on va aller au Pakistan, je ne sais pas où, puis on va reprendre ou en Inde du Nord, et puis on va reprendre notre territoire d'il y a 1000, je ne sais pas combien d'années, et encore, c'est pas sûr que c'était là, en tout cas. Bref, ça c'est tout un débat chez l'intelligentsia Rome. C'est tout un débat, mais en ce moment, c'est en train de se calmer un peu, là, parce que, comme je disais des fois, oui, on va le prendre à qui ce territoire-là? Hein? Bon. Toujours le problème. Et puis, d'ailleurs, j'en parle beaucoup dans le livre, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment allumé, de dire, hey, c'est incroyable, mais on peut faire autrement. C'est-à-dire, pas de territoire, pas de... En fait, ce que ça invite à faire, à la réflexion d'être citoyen du monde.
d'arrêter de tellement se territorialiser. En même temps, il faut, tu sais, comme ici, il faut qu'on achète local, il faut qu'on, si on veut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans une communauté. Alors, ça soulève énormément de questions. Il faudrait bien des professeurs ensemble là, pour essayer de détricoter. Oui, André. Y a-t-il une mythologie ou encore un groupe, un recueil de légendes associé avec les robes? Ok. La langue c'est une tradition orale. On commence à écrire seulement depuis 40 ans. Papushka est la première poétesse qui a écrit pendant la guerre, donc c'est un peu plus tard. C'est la première qu'elle a appris à écrire. C'est une des premières qui a écrit. C'est une langue orale, c'est une tradition orale. Donc il a fallu, donc quand tu es dans les pays slaves, c'est avec l'alphabet cyrillique. Après ça, c'est avec l'alphabet arabe, c'est avec l'alphabet comme il est romain ici. Bon, donc déjà là, il y a 300 dialectes, à peu près, approximativement. Donc c'est vraiment très difficile. C'est une très jeune organisation de reconnaissance d'un peuple. C'est très jeune. La première réunion a eu lieu le 8 avril 1971, proche de Londres, dans un champ à côté. Parce qu'ils ne pouvaient même pas se réunir. Yul Brynner, vous vous souvenez, il en faisait partie parce que lui est à moitié Rom. Et mon mentor, qui est à Toronto, Ron Lee, lui, il était dans cette gang-là. C'est lui qui avait le drapeau. Puis quand j'ai organisé aux Berges du lac Castor en 2001 le premier rendez-vous Romain Michel historique sur le territoire du Québec, il n'y avait jamais eu quelque chose comme ça ici, il est venu et il a amené le même drapeau qu'il y avait le 8 avril 71. Donc, juste pour dire que c'est un nouveau dossier, quelque part, même si c'est un très ancien peuple, et il y a tellement de confusion, même à l'intérieur du peuple rome, que pour l'instant, c'est un sac de nœuds. Je pose une question. Oui. Y a-t-il des légendes communes ou des mythologies? Oui, je vais répondre. Oui. Alors, étant donné que ce n'est pas écrit, ça ne sera jamais sous forme d'un livre. Par contre, il y a certains personnages qui reviennent, comme par exemple Calo Dinte. Calo, ça veut dire noir. Tu sais, noir, ça revient tout le temps. Okay? Dante, c'est le nom du petit garçon, puis il lui arrive toutes sortes d'aventures. Ça, c'est un truc qui s'est vraiment passé de génération en génération. J'ai même la chance d'avoir eu deux, trois, en tout cas, qui ont été écrits, si tu veux, qui ont été écrits par la suite à écouter. Il y a aussi un livre qui a été fait, ils ont recueilli les vieilles légendes, les vieilles histoires. Mais là encore, c'est tellement une diaspora que on n'a presque rien. On n'a presque rien. Par contre, dans chaque pays, il y a des petites traces. Mais il faudrait aller faire une recherche locale, partout, pour aller extirper ces histoires-là. Il y a un truc qu'elle ne dit pas, c'est que... c'est bon. Le truc qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle devrait dire. Elle a un spectacle qui s'appelle Fleur de Fougère. Ouais, puis c'est un spectacle de conte d'Igala. Oui, c'est ça. C'est tout ce que j'ai pu trouver, c'est vrai. Avec Caravane, avec ma fille, on fait des chansons. Parce que ce qu'on a fait tout à l'heure avec Alejandro, ça c'était Amérique du Sud, ça n'avait rien à voir avec le peuple romain. Tout ce qu'on a fait là, c'est rien du tout. C'est moi qui est allée dans sa culture à lui. Puis sur les nouvelles paroles de Colibri, je ne me place pas nécessairement en tant que Zigane, parce que j'ai porté ce dossier-là très très longtemps, très souvent, lourdement aussi, parce que je suis comme une ambassadrice, porte-parole, culturaux, sociaux, des fois c'est pas évident. Là. Donc là, j'ai voulu écrire un recueil de nouvelles où j'avais pas à porter, tu sais, qui sont les romans. Tu sais, parce que mon père est un rescapé des camps de concentration nazis quand même. Alors c'est que nous, ça nous touche très fort dans la famille, c'est très dur. Donc moi j'ai beaucoup porté tout ça. Par contre, j'ai beaucoup cherché pour pouvoir justement avoir... J'ai trouvé des histoires. Alors je les offre dans les Fleurs de Fougère. Ça s'appelle les Fleurs de Fougère parce que le premier conte que j'ai trouvé qui m'a tellement plu, qui venait de Pologne, ça s'appelle La Fleur de Fougère. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'en écris aussi. Ou des fois j'ai juste lu un truc, c'est 4 lignes, 4 phrases, et moi je refais une légende avec ça, parce que j'avance que
dans la tradition, il y a de la création. C'est pas vrai qu'on reproduit exactement, parce qu'on a des contemporains, tu sais, tradition, création, c'est toujours lié quelque part. Ou sinon, on devient très, très rigide. Ouais. Enfin, c'est juste un Très avis. bon. Au niveau de la philosophie. Au niveau de la philosophie. Oui, la Et il y a un chapitre là-dedans qui s'appelle quoi? Création, tradition versus, ou je sais pas quoi, en tout cas. Tradition, création, je parle de ça. Ce livre-là, il fait le tour. Vous auriez beaucoup de réponses. Parce que c'est ça que je suis allée chercher avec Gitane de Mère-en-Fille. C'était pas une fantaisie, là. C'était un essai socioculturel. Bien que je n'ai pas de diplôme. Bon. Bonsoir Sarah, merci beaucoup pour cette belle présentation. Moi, il y a deux questions que je me posais pendant que vous parliez. La place des femmes, c'est quoi chez vous? Puis, moi, ce que j'ai comme image aussi de votre peuple, c'est que vous étiez des voyageurs, mais aussi vous viviez, je pense, du côté les femmes faisaient la lecture de la bonne aventure. Il y avait ça aussi, ces deux choses-là, je me Oui, posais. absolument, ça, absolument, sauf qu'entre Roms, on ne se fait jamais ça. Si tu fais ça à un Rome, il va rire de toi. Okay? C'est un truc pour les touristes. Quoique, parce que, il y a deux choses. C'est parce que quand on est élevé dans une culture qui dit que la nature est magique et que la magie c'est naturel, il n'y a plus d'inhibition. Donc tu peux laisser aller ton troisième œil à ta guise, tu peux te mettre en contact avec ton intuition. C'est admis culturellement. Personne n'y voit du mal. Je veux dire, c'est que tu as l'occasion de... Alors c'est vrai que c'était naturel de sentir, tu sais... Intuitivement. Oui, parce que tout le monde l'a, ça. Tout le monde l'a, c'est dans la nature humaine. C'est pas propre aux gitanes. Elles ont fait ça parce qu'elles n'avaient pas d'autre moyen de gagner sa vie. Okay? Comme c'est un truc, ils disaient, hey, c'est bon, on sait faire ça nous autres. Okay? Alors tu proposes, et puis bon, alors il y a comme partout, il y avait des charlatans, et puis il y avait des gens qui voyaient vraiment des choses. Puis bon, tout ça avec les origines, parce qu'il faut voir, on vient de l'Inde. Mais il y avait de la médecine douce aussi à travers ça. Totalement. Oublie ça, là, la médecine chez un Rome, là, jamais il va aller chez le docteur. Okay? Ça, c'est comme traditionnellement, là, ok? Oui, les plantes, tout le temps, les plantes. Puis bon, plein des affaires, là, des trucs aussi. Tu dois peser un œuf, et puis je sais pas trop, en tout cas, je veux dire, et puis avant, après, que tu as fait quelque chose, l'œuf, il pèse pas. Un petit rituel, des... Oui, ça, il y en a beaucoup. Mais moi, j'ai pas été élevée là-dedans, parce que mon père, lui, on était interdit. J'ai un autre cheminement, on était interdit de dire nos origines. C'était interdit parce que c'était très dangereux. C'était tabou. Donc moi, il a fallu que je coupe les liens pour pouvoir me réapproprier et pour pouvoir oser. Ici, quand je suis arrivée en 79, je n'ai pas été criée sur les toits que j'étais à moitié Rome. J'avais bien trop peur de un. Okay? Puis après, tranquillement, j'ai dit, tu sais, quand tu as 30 ans, puis tu te dis, oui, mais ça n'a pas d'allure. Comment ça? Tu as un peuple qu'on a voulu exterminer des deux côtés, parce que bon, on rentre d'un bord, j'ai de l'autre. Tu te dis, c'est quoi le problème? Il va falloir que j'ai honte toute ma vie, il va falloir que je me cache toute ma vie, c'est pas. Puis étant donné comment je suis faite, ok, tu n'es pas très discrète, et puis tu n'es pas bon. Puis j'étais féministe à 4 ans, hein, donc ça a fait non. Ça suffit, moi j'y vais, et puis là, je vais le dire, et puis non seulement je vais le dire, mais je vais chercher, puis je vais fouiller. Donc la place de la femme, au départ, dans les cultures qu'on a retrouvées, par exemple chez les Sinti, il y avait des sociétés qui étaient assez matriarcales. La femme est capable de prendre sa place, mais dépendant d'où il passait, parce qu'il y a beaucoup de mélanges culturels, quoi qu'on en dise, ça n'existe pas l'histoire de la race pure, là. Hein, chez les Roms, encore moins, là, puis bon, il faudrait être sur une île, à la limite, là, bon. C'est qu'à force de côtoyer et de, tu sais, ben, c'est devenu macho avec le temps. Très macho. Alors, ça dépend pour quelle tribu. Moi, c'est ça mon problème. Je peux pas, j'ai voulu, moi, les revivre, par exemple, avec retrouver les miens, tout ça, mais non, c'est impossible, parce que ce qu'on me donnerait comme place en tant que femme, c'est inadmissible.
pour moi, c'est inadmissible. Donc, il y a tout un, là encore, il y a tout un débat. Mais on a trouvé, et que ce soit par des photos ou par des textes qui ont été écrits par d'autres, qui relataient ce qui se passait, on a retrouvé, surtout chez les Sinti d'où moi je viens, là, c'était pas mal égal, puis même assez matriarcal. Il y avait des mères de tribus. Ça, c'est le plus haut truc. Ça, c'est des pères de tribus et même des mères de tribus. Alors, quand même, donc moi, je continue de défendre ça. Même si, depuis les dernières décennies, on a vu une montée du machisme, là, assez... montée du nazisme, montée du machisme. Sinon, là, qui voulait prendre la parole, je peux pas juste lui prêter. Bien, moi, je me déplace super vite. Mais disons, c'est pour dire que j'étais émerveillé de cette présentation. Il y a en vous l'artiste, public et développé. Et disons que vous veniez de l'Inde, que les Roms viennent de l'Inde, ça ne me surprend pas parce que c'est un pays de symbolisme universel extraordinaire. C'est là où on trouve les éléments qui permettent de rencontrer aussi les autres peuples, qui ont chacun du symbolisme. Alors, il y a quand même qui vous accompagne dans vos spectacles, dans votre représentant militaire, qui est du Chili et qui, c'est les Amérindiens d'Amérique du Sud qui sont des très fervents de musique aussi, et de symbolisme, des Mayas, des Incas, c'est extraordinaire. Un peu étudier ces régions-là. Puis, le chamanisme des Amérindiens d'Amérique du Nord aussi, c'est quelque chose. C'est comme si vous portez ça dans votre chair. Alors, moi, je vous félicite. C'est tout. Il y a eu des belles questions qui ont été posées. Oui, j'aimerais tellement pouvoir développer, mais c'est parce que c'est tellement vaste que ce qu'il y a en arrière que je peux même pas donner une réponse hyper claire, oui, non. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est exactement pour ça que je m'étais attelée à l'écriture de Gitane de Mère en Fille, pour pouvoir répondre, et ça a pris un livre pour répondre à quelques questions. On s'est éloigné de Paroles de Colibri. Oui, Aglaé. Je voulais seulement dire que j'ai vu en Irlande, dans ma jeunesse, mon enfance, dans les années 30, il y avait beaucoup de tziganes en Irlande, de tinkers, on les appelait tinkers, parce qu'ils réparaient justement les casseroles. Oui. Et puis, ils étaient connus pour être des bons conteurs d'histoire. Ouais. Et après, dans mon pays, la Suisse, j'ai habité près d'un village c'est Oberpfalz, ça s'appelle, dans les Grisons, dans les hautes montagnes, à 1500 mètres d'altitude. Le gouvernement leur a donné un village, Oberpfalz, ça s'appelle. Ça fait plus d'un siècle que c'est arrivé, et ils voulaient qu'ils soient plus sédentaires. Oui, ils ont fait ça dans d'autres pays de l'Europe de l'Est. On leur a donné un village de très vieilles maisons de plusieurs siècles en pierre, et on a essayé de les sédentariser, de les assimiler. Faire des paysans d'eux, mais ils ont continué de voyager tout autour et de faire leur travail, de réparer les casseroles. Ouais. Ça a été ça dans multiples pays. Et ils étaient un peu... ils voulaient des choses. Quand tu n'as plus rien à donner à tes enfants, oui, c'est ça. Quand tu n'as plus rien à donner à tes enfants, c'est juste ça, hein? L'histoire en arrière, c'est juste ça. Il faut que tu nourrisses tes enfants. Alors, dans l'histoire des peuples, on a tous, enfin presque tous des enfants, t'as pas le choix.
j'excuse pas, je ne suis pas du tout pro-vol, hein, c'est pas ça l'idée, mais je veux dire, je connais l'histoire. Et bon, après, il y en a qui peuvent s'amuser à ça parce que ça fait partie de leur... là, on s'entend, de toute façon, de tous les peuples de la planète. Hein. Ça, là, la droiture d'un être humain, ça ne se calcule pas à son origine ethnique. Ouais, elle est bonne, celle-là. Hein? De toute façon, aujourd'hui, les voleurs sont en cravate. J'ai pas osé le dire, ça. J'ai pas osé le dire, mais... Et puis, je voulais vous remercier, puis je voulais vous laisser aussi pour le mot de la fin. On est terminé, si vous avez encore quelque chose à nous dire. J'aurais tellement de... on a plus de pile, là. J'aurais tellement de choses à dire. Moi, ce que je veux dire, c'est de... Je suis vraiment très, très heureuse. Je suis très heureuse qu'il y avait du monde et des gens qui soient venus pour rencontrer quelque chose de tellement autre, tellement qu'on ne connaît pas, donc qui ont cette ouverture d'esprit, ce désir, cet élan de vouloir partager avec les paroles de Colibri et puis avec la moitié gitane que je suis. Ça, c'est très révélateur parce que des fois, on fait plein de choses et puis on se dit, mon Dieu, mais ça sert à quoi? Et ben, ce soir, je sens de nouveau que ça a sa place. Et puis que vous êtes là, tout oui, je vous sens prêt à apprendre. Même, je pense que parmi vous, il y a pas mal de professeurs, si je ne m'abuse. Et ça, c'est... Non, mais c'est chouette parce que quand on a enseigné toute sa vie, on pourrait avoir un réflexe, d'avoir l'impression de savoir déjà beaucoup de choses, et de trouver cette... Non, mais j'en ai rencontré. Mais de trouver ça... Non, c'est... Donc, de sentir... Moi, je suis juste au niveau de mon senti, ok? Je sens des gens qui veulent apprendre. Et puis, une super belle écoute. Hein, une belle écoute, parce que c'est pas évident ce que je transporte. Je le sais. Merci. Alors, merci.